Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Les États partis à cette Constitution déclarent en accord avec la Charte des Nations unies que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. Elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États. Les résultats atteints par chaque État dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale. L'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par des sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Ils ne peuvent y faire face qu'en prenant des mesures sanitaires et sociales appropriées. Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres, pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les parties contractantes acquiescent à ladite constitution et établissent par les présentes l'Organisation mondiale de la santé comme une institution spécialisée au terme de l'article 57 de la Charte des Nations unies. Chapitre 1. But. Article 1. Le but de l'Organisation mondiale de la santé, ci-après dénommée l'organisation, est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Chapitre 2. Fonction. Article 2. L'organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes. Petit a. Agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. Petit b. Établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées. Petit c. Aider les gouvernements sur leur demande à renforcer leurs services de santé. D. Fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation. E. Fournir ou l'aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des recours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle. F. Établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique. G. Stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres. G. Stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres. H. Stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées, l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents. I. Favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tout autre facteur de l'hygiène du milieu. J. Favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé. K. Proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l'organisation et répondant à son but. L. Faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation. M. Favoriser toute activité dans le domaine de l'hygiène mentale, notamment celle se rapportant à l'établissement de relations harmonieuses entre les hommes. N. Stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé. O. Favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté. P. Étudier et faire connaître, en coopération au besoin, avec d'autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale. Q. Fournir toute information, donner tout conseil et toute assistance dans le domaine de la santé. R. Aider à former parmi les peuples une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé. S. Établir et réviser selon ses besoins la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique. T.
Standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic. U. Développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires. Et V. D'une manière générale, prendre toutes mesures nécessaires pour atteindre le but assigné à l'organisation. Chapitre 3. Membres et membres associés. Article 3. La qualité de membre de l'organisation est accessible à tous les États. Article 4. Les États membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l'organisation en signant ou en acceptant de toute autre manière cette constitution, conformément aux dispositions du chapitre 19 et conformément à leurs règles constitutionnelles. Article 5. Les États dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la santé tenue à New York en 1946 peuvent devenir membres en signant ou en acceptant de toute autre manière cette constitution conformément aux dispositions du chapitre 19 et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l'Assemblée de la Santé. Article 6. Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l'organisation et qui sera approuvé conformément au chapitre 16, les États qui ne deviennent pas membres conformément aux dispositions des articles 4 et 5 peuvent demander à devenir membres et seront admis en cette qualité lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l'Assemblée de la Santé. Article 7. Lorsqu'un État membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par celles opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'État membre. L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ses services. Dans cet article 7, l'amendement à cet article adopté par la 18e Assemblée mondiale de la santé n'est pas encore entré en vigueur. Article 8. Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de membres associés par l'Assemblée de la Santé, sur la demande faite pour le compte d'un tel territoire ou groupe de territoire par l'État membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des membres associés à l'Assemblée de la Santé devraient être qualifiés par leurs compétences techniques dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène. La nature et l'étendue des droits et obligations des membres associés seront déterminés par l'Assemblée de la Santé. Chapitre 5. Assemblée mondiale de la santé. Article 10. L'Assemblée de la santé est composée de délégués représentant les États membres. Article 11. Chaque État membre est représenté par 3 délégués au plus. L'un d'eux étant désigné par l'État membre comme chef de délégation, ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leurs compétences techniques dans le domaine de la santé qui, de préférence, représenteraient l'administration nationale de la santé de l'État membre. Article 12. Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués. Article 13. L'Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des États membres. Article 14. L'Assemblée de la santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle. Le Conseil, en fixant ultérieurement le lieu, le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire. Article 15. Le Conseil, après consultation du secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire. Article 16. L'Assemblée de la santé élit son président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur. Article 17. L'Assemblée de la santé adopte son propre règlement. Article 18. Les fonctions de l'Assemblée de la santé consistent à petit a. Arrêter la politique de l'organisation. Petit b. Élire les États appelés à désigner une personne au Conseil. C. Nommer le directeur général. D. Étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du directeur général. Donner au Conseil des instructions en des matières ou certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation des rapports pourraient être considérées comme désirables. E. Créer toute commission nécessaire aux activités de l'organisation. F. Contrôler la politique financière de l'organisation, examiner et approuver son budget. G. Donner des instructions au Conseil et au directeur général pour appeler l'attention des États membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question concernant la santé que l'Assemblée de la santé pourra juger digne d'être signalée. H. Inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à celles de l'organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote,
à ses sessions ou à celles de commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l'Assemblée de la Santé. Cependant, s'il s'agit d'organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu'avec le consentement du gouvernement intéressé. Étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social, des conseils de sécurité ou de tutelle des Nations unies, et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l'organisation en exécution de telles recommandations. Faire rapport au Conseil économique et social conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l'organisation et les Nations unies. K. Encourager ou diriger tous travaux de recherche dans le domaine de la santé en utilisant le personnel de l'organisation ou en créant des institutions qui lui seront propres, ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque État membre avec le consentement de son gouvernement. I. L. Créer toute telle autre institution jugée souhaitable. M. Prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'organisation. Article 19. L'Assemblée de la santé a autorisé pour adopter les conventions ou accords se rapportant à toute question entrant dans la compétence de l'organisation. La majorité des 2 tiers de l'Assemblée de la santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront en vigueur au regard de chaque État membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à des règles constitutionnelles. Article 20. Chaque État membre s'engage à prendre, dans un délai de 18 mois après l'adoption d'une convention ou d'un accord par l'Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque État membre notifiera au directeur général les mesures prises et s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non-acceptation. En cas d'acceptation, chaque État membre convient d'adresser un rapport annuel au directeur général, conformément au chapitre 14. Article 21. L'Assemblée de la santé aura autorité pour adopter les règlements concernant a. Telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d'un pays à l'autre. B. La nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène publique. C. Des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international. D. Des normes relatives à l'innocuité, la pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. Des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. Article 22. Les règlements adoptés en exécution de l'article 21 entreront en vigueur pour tous les États membres, leur adoption par l'Assemblée de la santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tel membre qui pourrait faire connaître au directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu'il les refuse ou font des réserves à leur sujet. Article 23. L'Assemblée de la santé a autorité pour faire des recommandations aux États membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence de l'organisation. Chapitre 6. Conseil exécutif. Article 24. Le Conseil est composé de 34 personnes désignées par autant d'États membres. L'Assemblée de la santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les États appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins 3 de ses membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'article 44. Chacun de ces États enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. Article 25. Ces membres sont élus pour 3 ans et sont rééligibles. Cependant, parmi les membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution, portant le nombre des membres du Conseil de 32 à 34, le mandat des membres supplémentaires élus sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un membre de chaque organisation régionale chaque année. Article 26. Le Conseil se réunit au moins 2 fois par an et détermine le lieu de chaque réunion. Article 27. Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement. Article 28. Les fonctions du Conseil sont les suivantes. A. Appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la santé. B. Agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la santé. C. Exercer toute autre fonction à lui confiée par l'Assemblée de la santé. D. Donner des consultations à l'Assemblée de la santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l'organisation par des conventions, des accords et des règlements. E. De sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la santé des consultations ou des propositions. F. Préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la santé. G. Soumettre à l'Assemblée de la santé pour examen et approbation un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée. H. Étudier toute question relevant de sa compétence. I. Dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l'organisation,
prendre toute mesure d'urgence dans le cas d'événements exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en œuvre des secours sanitaires, apporter aux victimes d'une calamité et entreprendre telles études ou recherches sur l'urgence desquelles son attention aura été attirée par un État quelconque ou par le directeur général. Article 29. Le Conseil exerce, au nom de l'Assemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs que lui sont délégués par cet organisme. Chapitre 7. Secrétariat. Article 30. Le secrétariat comprend le directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire à l'organisation. Article 31. Le directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer. Le directeur général, placé sous l'autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'organisation. Article 32. Le directeur général est de droit secrétaire de l'Assemblée de la Santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de l'organisation, ainsi que des conférences qu'elle convoque. Il peut déléguer ses fonctions. Article 33. Le directeur général ou son représentant peut mettre en œuvre une procédure en vertu d'un accord avec les États membres lui permettant, pour l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé, et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relation directe avec les organisations internationales dont les activités sont du ressort de l'organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toute question intéressant leurs zones respectives d'activité. Article 34. Le directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'organisation. Article 35. Le directeur général nomme le personnel du secrétariat conformément au règlement du personnel établi par l'Assemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique le plus large possible. Article 36. Les conditions de service du personnel de l'organisation seront, autant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies. Article 37. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l'organisation. Ils s'abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque État membre de l'organisation s'engage de son côté à respecter le caractère exclusivement international du directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer. Chapitre 8. Commission. Article 38. Le Conseil crée telle commission que l'Assemblée de la Santé peut prescrire et sur sa propre initiative ou sur la proposition du directeur général peut créer toute autre commission jugée souhaitable pour des fins ressortissant à l'organisation. Article 39. Le Conseil examine de temps en temps et en tout cas une fois par an la nécessité de maintenir chaque commission. Article 40. Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d'autres organisations ou y faire participer l'organisation. Il peut assurer la représentation de l'organisation dans des commissions instituées par d'autres organismes. Chapitre 9. Conférences. Article 41. L'Assemblée de la Santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou tout autre d'un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de l'organisation et assurer la représentation à ces conférences d'organisations internationales et avec le consentement des gouvernements intéressés, d'organisations nationales les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l'Assemblée de la Santé ou le Conseil. Article 42. Le Conseil pourvoit à la représentation de l'organisation dans les conférences où il estime que celle-ci possède un intérêt. Chapitre 10. Siège. Article 43. Le lieu du siège de l'organisation sera fixé par l'Assemblée de la Santé après consultation des Nations Unies. Chapitre 11. Arrangements régionaux. Article 44. Petit a. L'Assemblée de la Santé de temps en temps détermine les régions géographiques où il est désirable d'établir une organisation régionale. Petit b. L'Assemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité des États membres situés dans chaque région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette région. Il ne pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque région. Article 45. Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l'organisation en conformité avec la présente Constitution. Article 46. Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional.
Article 47. Les comités régionaux sont composés de représentants des États membres et des membres associés de la région en question. Les territoires ou groupes de territoires d'une région n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associés ont le droit d'être représentés à ces comités régionaux et d'y participer. La nature et l'étendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-à-vis des comités régionaux seront fixés par l'Assemblée de la Santé en consultation avec l'État membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les États membres de la région. Article 48. Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion. Article 49. Les comités régionaux adoptent leurs propres règlements. Article 50. Les fonctions du comité régional sont les suivants. A. Formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère exclusivement régional. B. Contrôler les activités du bureau régional. C. Proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnelle sur des questions de santé qui, de l'avis du comité régional, seraient susceptibles d'atteindre le but poursuivi par l'organisation dans la région. D. Coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d'autres institutions spécialisées ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, régionales possédant avec l'organisation des intérêts communs. E. Fournir des avis à l'organisation par l'intermédiaire du directeur général sur les questions internationales de santé d'une importance débordant le cadre de la région. F. Recommander l'affectation des crédits régionaux supplémentaires par des gouvernements des régions respectives si la part du budget central de l'organisation allouée à cette région est insuffisante pour l'accomplissement des fonctions régionales. G. Toute autre fonction pouvant être déléguée au comité régional par l'Assemblée de la Santé, le Conseil ou le directeur général. Article 51. Sous l'autorité générale du directeur général de l'organisation, le bureau régional est l'organe administratif du comité régional. Il doit en outre exécuter dans les limites de la région, les décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. Article 52. Le chef du bureau régional est le directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional. Article 53. Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le directeur général et le directeur régional. Article 54. L'Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les conférences sanitaires panaméricaines, et toute autre organisation régionale intergouvernementale de santé existant avant la date de la signature de cette constitution, seront intégrées en temps voulu dans l'organisation. Cette intégration s'effectuera dès que possible par une action commune basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées. Cette organisation sanitaire panaméricaine est devenue l'Organisation panaméricaine de la santé par décision de la 15e conférence sanitaire panaméricaine en septembre-octobre 1958. Chapitre 12. Budget et dépenses. Article 55. Le directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l'organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. Article 56. Sous réserve de tel accord entre l'organisation et les Nations Unies, l'Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les États membres conformément au barème qu'elle devra arrêter. Article 57. L'Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblée de la Santé, a le pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits à l'organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l'organisation. Article 58. Un fonds spécial dont le Conseil disposera à sa discrétion sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous les événements imprévus. Chapitre 13. Le vote. Article 59. Chaque État membre aura droit à une voix dans l'Assemblée de la Santé. Article 60. Petit a. Les décisions de l'Assemblée de la Santé à prendre sur les questions importantes sont acquises à la majorité des 2/3 des États membres présents et votants. Ces questions comprennent l'adoption de conventions ou d'accords, l'approbation d'accords liant l'organisation aux Nations Unies, ou aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72, les modifications à la présente Constitution. Petit b. Les décisions sur d'autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions, devant être décidées par une majorité des 2/3, sont prises à la simple majorité des États membres présents et votants. Petit c. Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l'organisation, sur des questions de nature similaire, s'effectuera conformément aux dispositions des paragraphes A et B du présent article. Chapitre 14. Rapport soumis par les États. Article 61.
Chaque État membre fait rapport annuellement à l'organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population. Article 62. Chaque État membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l'organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements. Article 63. Chaque État membre communique rapidement à l'organisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé publiés dans cet État. Article 64. Chaque État membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon les modalités à déterminer par l'Assemblée de la santé. Article 65. Sur requête du Conseil, chaque État membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toute information supplémentaire se rapportant à la santé. Chapitre 15. Capacité juridique, privilèges et immunité. Article 66. L'organisation jouira sur le territoire de chaque État membre de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions. Article 67. Petit a. L'organisation jouira sur le territoire de chaque État membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions. Petit b. Les représentants des États membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l'organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l'organisation. Article 68. Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement séparé, lequel devra être préparé par l'organisation en consultation avec le secrétaire général des Nations Unies et sera conclu entre les États membres. Chapitre 16. Relations avec d'autres organisations. Article 69. L'organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l'organisation avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des 2/3 de l'Assemblée de la Santé. Article 70. L'organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des 2/3 de l'Assemblée de la Santé. Article 71. L'organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toute disposition convenable pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernementales et avec l'approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales et ou non gouvernementales. Article 72. Sous réserve de l'approbation des 2/3 de l'Assemblée de la Santé, l'organisation peut reprendre à d'autres organisations ou institutions internationales dont les buts et les activités entrent dans le domaine de la compétence de l'organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite organisation serait chargée au terme d'un accord international ou aux autres termes d'arrangement acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives. Chapitre 17. Amendements. Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le directeur général aux États membres, 6 mois ou moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les États membres lorsqu'ils auront été adoptés par les 2/3 de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les 2/3 des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Chapitre 18. L'interprétation. Article 74. Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques. Article 75. Toute question ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Constitution, qui n'aura pas été réglée par voie de négociation par l'Assemblée de la Santé, sera déférée par les parties à la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement. Article 76. Sous le couvert de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, ou sous le couvert de l'autorisation résultant de tout accord entre l'organisation et les Nations Unies, l'organisation pourra demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l'organisation. Article 77. Le directeur général peut représenter devant la Cour l'organisation dans toute procédure se rapportant à toute demande d'avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l'affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l'exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question. Chapitre 19. Entrée en vigueur. Article 78. Sous réserve des dispositions du chapitre 3, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les États. Article 79. Les États pourront devenir partie à cette Constitution par la signature sans réserve d'approbation, la signature sous réserve d'approbation suivie de l'acceptation, l'acceptation pure et simple. L'acceptation deviendra effective par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du secrétaire général des Nations Unies,
Article 80. Cette constitution entrera en vigueur lorsque 26 États membres des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de l'article 79. Article 81. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette constitution lorsqu'elle aura été signée, sous réserve d'approbation par un État ou au moment du dépôt du premier instrument d'acceptation. Article 82. Le secrétaire général des Nations Unies informera les États partis à cette constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d'autres États deviendront partis à cette constitution. En foi de quoi les représentants sous-signés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente constitution. Fait en la ville de New York, ce 22 juillet 1946, en un seul original établi en langue anglaise, chinois, espagnol, français et russe, chaque texte étant également authentique. Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées, conformes à chacun des gouvernements représentés à la conférence. Je vous remercie.